Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce dimanche soir plutôt ensoleillé, même si la nuit tombe. Aujourd'hui, on va parler du coup on a trois sujets principaux qu'on a sélectionnés. Il y a un sujet qui fait un peu écho à ce dont on a déjà parlé les deux précédentes semaines, puisque lors des deux précédents entonnoirs, on a évoqué beaucoup les ordinaux et les inscriptions qui vont avec et qui conduisent à certaines inquiétudes, notamment pour le téléchargement de la blockchain initiale, parce que en mettant toute cette data on-chain, ça augmente les ressources nécessaires pour télécharger la blockchain quand un nouveau nœud rejoint le réseau, ce qui peut donc diminuer la facilité qu'il y a à faire tourner un nœud. Euh, et donc c'est ça vraiment l'un des principaux points. Et donc il y a eu des discussions un peu sur le repo de Bitcoin Core pour voir ce qui serait possible de faire, notamment donc pour des nœuds qui utilisent assume valide. Donc on va rentrer plus en détail euh, sur ce en quoi ça consiste. Ensuite, on a un deuxième sujet sur Bitcoin de Nigeria. Et là, on a le plaisir de recevoir l'Afrique par le Bitcoin qui viendra nous en parler. C'est vrai que c'est un sujet important, intéressant, etc. Donc je le laisserai peut-être faire l'introduction. Euh, et enfin, on aura un dernier sujet sur un petit retour sur les ambassadeurs de Découvre Bitcoin pour voir où ça en est, comment ça a avancé, etc. Je ne sais pas si vous avez une préférence sur l'ordre. Peut-être qu'on peut commencer par Nigeria. Voilà. Moi, j'ai pas de préférence particulière. J'en ai pas non plus. J'avais prévenu Bah l'Afrique oui, en par le plus, il y a Bitcoin. l'Afrique par le Bitcoin qui est là. C'est juste Ouais, je les avais pas prévenus mal. qu'ils seront sujet 2 à 18h20, mais comme il est déjà 19h09 et ils sont là, peut-être autant commencer par ça, t'as raison. Yes, exactement. Du coup, l'Afrique par le Bitcoin, je t'ai invité à parler. Normalement, ça doit marcher si ma connexion n'est pas trop mauvaise. Ah, parfait. Allô, c'est bon là, vous m'entendez? On t'entend, c'est un petit peu faible peut-être, enfin, c'est peut-être moi, mais on t'entend en tout cas. Ok, bah j'essaie de parler un peu plus fort. Donc salut à tous, Fanny, Roxy, Inès, Azlex, Pantamis et à tous ceux qui sont dans l'audience. C'est gentil de me laisser m'exprimer sur le sujet. J'avais fait une petite suggestion. Vous cherchiez quel sujet aborder et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous updater sur la situation au Nigeria qui est assez importante en fait pour nous qui suivons l'actualité de Bitcoin en Afrique. Parce que pour moi en tout cas, ce qui se passe au Nigeria, c'est assez caractéristique de ce qui va se passer dans plein de pays africains. Parce qu'il y a un mix de plein de choses qui rendent l'adoption là-bas particulièrement intéressante à suivre. Donc, avant de parler de l'actualité, je vais peut-être resituer le Nigeria pour ceux qui seraient étrangers à ce pays-là. Donc, en fait, le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé du continent. Il y a un peu plus de 210 millions d'habitants dans ce pays-là. C'est l'économie la plus dynamique du continent. Donc, devant l'Afrique du Sud et le Nigeria, c'est la première économie africaine. Et puis, son économie est principalement l'industrie qui est à la base de ce boom économique, c'est l'industrie pétrolière. C'est l'économie qui se repose fortement sur l'industrie pétrolière. Maintenant, l'économie du Nigeria est caractérisée par une inflation qui est relativement forte. Je pense que ça devait être 22% d'inflation en 2022. Donc, on a une inflation à deux chiffres depuis plusieurs années. Je pense que sur les 10 dernières années, la monnaie du Nigeria, qui est le Naira, a dû perdre quelque chose comme 60 à 70% sur les 10 dernières années. Donc, il y a une dévaluation continue du Naira par rapport au dollar. Dans les années 80, un Naira, c'était équivalent à un dollar dans les années 80. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme 470 Naira pour un dollar. Ça, c'est le taux officiel. Et puis, tu as le taux sur le marché parallèle qui monte jusqu'à 760, 770 dollars. Je me rappelle même en décembre, quand j'étais au Ghana pour l'Africa Bitcoin Conference, je discutais avec des Nigériens, ils me disaient que le taux était à 800. Donc on avait un dollar pour 800 naira à l'époque, enfin il y a quelques mois, en décembre, où on avait le pic. Là, c'est redescendu un peu. Donc c'est ça, pour resituer un peu le Nigeria et puis sa situation. Et puis actuellement, l'actualité au Nigeria, c'est qu'il y a un problème, enfin il y a une grosse pénurie de billets de banque. Donc le Naira, et puis il y a une pénurie de pétrole aussi ce soir. Tout ça, ça contribue à rendre la situation un peu, enfin pas un peu, très tendue et à la limite de l'explosion. Et pour rajouter à tout ça, il y a une élection présidentielle dans quelques jours.
Je pense que c'est à la fin de ce mois, il y a l'élection présidentielle. Donc, ça fait que, enfin, il y a plein d'éléments qui rendent la situation extrêmement tendue dans beaucoup de domaines. En fait, les choses se sont gâtées récemment quand c'était enfin en décembre, courant décembre, le gouvernement, dans la Banque centrale, je ne dis ça comme ça, non, il n'y a pas beaucoup d'indépendance de la Banque centrale par rapport au gouvernement, comme vous devez vous en douter, a annoncé qu'il allait changer les coupures du Naira. Donc, nouvelle coupure avec une deadline à fin janvier. Donc, ça donnait un mois et demi, 2 mois aux gens pour changer leur billet. Ça paraissait impossible à réaliser. Donc, les gens n'y croyaient pas trop à ce truc-là. Donc, les raisons qui étaient évoquées par la Banque centrale pour changer les billets, c'était que ils voulaient réduire le volume de cash qui circulait dans le pays. Il faut savoir qu'une grande partie du cash échappait complètement au système bancaire. Je pense que les derniers chiffres que j'ai vus, c'est environ 85 pour du cash se faisait hors des réseaux bancaires. Il voulait aussi réduire la contrefaçon des billets, lutter contre la corruption, le financement des groupes djihadistes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Boko Haram qui sévit dans le pays. Il y a des mouvements séparatistes ou sécessionnistes dans le pays aussi. Donc, il voulait un peu couper le financement de ces organismes en utilisant en changeant les billets. Et puis, bah, il y avait un objectif inavoué. Enfin, le gouverneur de la Banque centrale l'a démenti, mais bon, tout le monde l'entrevoit en fait que à l'approche des élections, en fait, il voulait réduire les achats de votes parce que c'est une pratique qui est très courante, pas qu'au Nigeria, hein, dans plein de pays africains. C'est que quand il y a des élections, surtout des élections présidentielles, les gens achètent des votes parce que bah, les gens n'ont pas beaucoup de ressources, donc avec des billets, enfin, les gens arrivent assez facilement à acheter les votes d'une partie de la population en espèces, pas forcément sonnantes, mais bon, ils arrivent à le faire. Donc, et ça a un impact majeur en fait de vouloir changer les billets, réduire le cash, parce que une des caractéristiques de l'économie nigériane, comme de plein d'économies africaines, c'est que elle est fortement, il y a une grande place du secteur informel. Le secteur informel au Nigeria, je pense, c'est 50% du PIB. Et ce secteur-là est très dynamique, comme vous devez vous en douter. Et puis, il est hyper dépendant du cash. Je pense de l'ordre de 90% des transactions dans le secteur informel se font en cash, en fait. Donc, quand tu commences à faire ce genre de changement, ça crée beaucoup de friction. Donc, comme je le disais, les gens s'attendaient à une prolongation du délai. Mais les choses se sont gâtées il y a 2 ou 3 semaines quand d'abord la Banque centrale a annoncé qu'ils allaient restreindre les retraits de cash aux distributeurs. Donc ils avaient annoncé quelque chose comme on pouvait retirer que l'équivalent, chaque Nigérian ne pouvait retirer que l'équivalent de $40 par jour. Donc il y a eu l'annonce, les gens n'ont pas forcément pris au sérieux encore une fois, et ça a été implémenté par les banques il y a 2 semaines. Et là, la panique a commencé à saisir du pays, les gens commencent à grogner. Et au début, enfin, durant cette semaine-là, c'est là qu'on a vu des mouvements de panique. Donc les gens se sont rués dans les banques pour retirer leur argent, donc, littéralement un bank run. Et puis, t'en assisté à des scènes dans certaines villes du pays de personnes qui se sont mis à vandaliser les distributeurs, à vandaliser même les banques. On voyait des scènes de banques qui étaient prises d'assaut, de responsables des banques, d'employés des banques qui s'échappaient par le mur, parce qu'ils faisaient le mur, parce qu'ils étaient débordés, parce que les gens étaient énervés, les gens ils voulaient tout casser. On voyait des scènes comment on appelle ça, assez choquantes en fait de brutalité, de violence dans ces endroits, parce que c'est normal, hein, les gens sont pris à la gorge parce que tu as le coût de la vie qui ne fait qu'augmenter, il n'y a plus de pétrole, enfin de moins en moins, et puis bah, ils ne peuvent pas retirer leur argent. Donc ça a commencé à virer au truc. Et petite anecdote, j'ai vu une vidéo, je pense en début de semaine, là, pour illustrer un peu le truc, le fait que les gens manquent de cash dans le pays actuellement, de personnes qui se mettent à vendre du cash, en fait, littéralement. Donc, c'est des gens qui ont des POS, donc des point of sale, des terminaux de paiement. Donc, et puis qui ont un peu de cash, donc ils se mettent à le vendre. Donc, en gros, tu viens au terminal de paiement,
tu règles avec ta carte Visa Mastercard, tu paies pour 10 000 Naira par exemple, il va te remettre 10 000 Naira, mais tu payes 11 000 Naira. Donc au passage, lui, il se prend 1 000 Naira de frais et puis il te donne en espèces 10 000 Naira. Et donc ça a commencé à se multiplier dans le pays. Tout ça, ça remettait de la pression sur ce truc-là. J'ai vu même la banque centrale du Nigeria là, qui a fait une annonce, je pense hier ou avant-hier, où il relevait l'interdiction de ce genre de pratique-là et demandait à tout le monde de reporter tous ceux qui s'adonneraient à ça dans le pays. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe. Il y a énormément de tensions. Et donc, la question après, c'est Bitcoin vient chercher quoi dans tout? En fait, bon, Bitcoin, je pense que ça, on l'a tous en tête, hein. Bitcoin a un fort niveau d'adoption dans ce pays-là depuis ces 3 dernières années. Je pense qu'on estime entre 25, 35, 40% d'adoption du Bitcoin dans ce pays. Le taux d'adoption, il est hyper fort. Et la dernière fois, enfin, les fois où j'ai discuté avec des Bitcoiners au Nigeria, ils m'ont expliqué que ce taux d'adoption là est principalement dû aux, aux hommes d'affaires, aux businessmen, aux importateurs qui ont besoin de faire des transactions vers d'autres pays, donc leurs fournisseurs qui sont dans d'autres pays, en Chine, en Europe, aux États-Unis, au UK, entre autres. Et il y a très peu de devises dans le pays. Donc, faut savoir que la Banque centrale a mis énormément de restrictions sur la possibilité pour les Nigérians d'avoir accès à des devises étrangères, au dollar, pour être précis. Donc, il y a un manque de devises dans le pays. La Banque centrale n'en a pas suffisamment. Et donc, c'est hyper compliqué pour les gens d'y avoir accès. Petit exemple pour vous illustrer un peu le truc, il y a la compagnie Emirates, donc la compagnie aérienne Emirates au Nigeria, qui, je pense que c'était l'année dernière ou en 2021, avait suspendu la vente de billets en Naira. Et je pense qu'ils n'étaient pas seuls, mais il y a plusieurs compagnies aériennes qui le faisaient. Ils ont suspendu la vente de billets en Naira. Donc, si tu voulais acheter ton billet, toi, en tant que Nigérian, ou n'importe quelle personne qui veut acheter des billets d'avion sur les compagnies aériennes, devait payer en dollars. Parce que Emirates, par exemple, ils avaient quelque chose comme l'équivalent de 60 millions de dollars là, qui étaient bloqués, donc qui étaient en Naira. Ils n'arrivaient pas à convertir ça en dollars et le faire sortir du pays. Donc ça a été un gros tollé, ça avait fait les titres. Il y a un moment même où ils ont cessé de vendre des billets, ils ont cessé de desservir. Ils ont fermé au Nigeria parce qu'ils avaient ces problèmes de trésorerie. Et donc c'est un peu ces problèmes-là que tous les entrepreneurs, toutes les entreprises au Nigeria ont, c'est qu'elles ont difficilement accès aux devises étrangères, aux dollars. Donc, ce que les Nigérians font dans ce cas-là, c'est qu'ils se sont mis à acheter Bitcoin pour faire leurs transactions avec leurs fournisseurs. Donc, tu as un marché parallèle qui est hyper développé, hyper liquide. C'est-à-dire que tu peux trouver assez facilement des gens qui peuvent te convertir l'équivalent de 1 million de dollars jusqu'à 10 millions de dollars en OTC, en PP, rapidement, là, de Naira en Bitcoin, et puis tu utilises ton Bitcoin pour faire ta... Là-bas, Bitcoin est utilisé surtout en sorte, disons, à titre de shadow banking, en fait. Donc, les gens ont juste besoin d'un moyen d'échange. Donc, ils convertissent le Naira en Bitcoin, et puis ils utilisent ce Bitcoin-là pour faire leurs transactions. Pareil, quand ils reçoivent du Bitcoin, ils le convertissent directement en Naira pour faire la transaction. Donc, c'est plus comme ça l'usage. Même à côté de ça, tu as la rémittance aussi de gens qui ont besoin enfin, qui reçoivent de l'argent de l'extérieur ou qui doivent envoyer de l'argent vers leur famille, qui utilisent Bitcoin pour ça. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qui a drivé l'adoption de Bitcoin. Maintenant, là où je parlais de débunker un peu certaines informations, la première chose, c'était, je pense, il y a une semaine ou deux, la communauté s'était fait l'écho de news comme quoi au Nigeria, Bitcoin était vendu avec 60% de premium, machin et tout. En fait, c'était pas correct dans cette information qui était diffusée parce que comme je vous l'ai dit là, il y a un énorme gap entre le taux officiel, donc c'est le taux qui est fixé par la Banque centrale du Nigeria,
qui est actuellement 1 dollar pour 465, environ, hein, je ne sais plus exactement le terme, mais c'est dans ces eaux-là, 1 dollar vaut 465 naira. Ça, c'est le taux officiel de la banque. Mais tu as quasiment, comme je l'ai dit, tu as énormément de restrictions des banques pour changer cet argent-là. Donc cet argent, en fait, le taux, il n'est qu'officiel. Dans les faits, il y a très peu de personnes qui arrivent à avoir accès au dollar à ce taux-là. C'est que des privilégiés, machin et tout. Enfin, l'individu lambda n'a pas la possibilité dans sa banque d'aller changer le naira contre le dollar à ce taux-là. Mais ce qui se passe, c'est que le taux dans la rue, vu toutes ces restrictions-là, ça fait que le taux dans la rue, il a explosé. C'est ça qui est le vrai taux auquel les gens ont accès. Les gens, quand ils veulent changer le dollar, ils payent 760 naira pour 1 dollar. Et ça, c'est le vrai taux, en fait, finalement. Donc, ce qui se passe, c'est que, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, contrairement à, enfin, en Europe, si tu es dans l'espace euro, si tu vas acheter du Bitcoin, tu as un taux de change Bitcoin-euro. Donc, et tu passes sur une plateforme en P2P et rapidement, tu as ça. Au Nigeria, et dans plein d'économies africaines, t'as pas un change naira Bitcoin en fait. Donc ce qui se passe, c'est que les gens changent le naira en dollars et se réfèrent au taux de change Bitcoin dollar pour faire leurs échanges. Donc dans les faits, quand quelqu'un doit acheter du Bitcoin, il va passer du naira à dollar en utilisant le taux de la rue là, donc qui est de 700 naira pour 1 dollar. Mais quand tu valorises finalement cet achat qu'il a fait, tu vas utiliser le taux officiel, ce qui va te donner l'impression que si par exemple, je dis n'importe quoi, le coût du Bitcoin est à 20 000, si après, lui, pour acheter le Bitcoin, il a utilisé le taux de 1 dollar pour 700 naira, alors que finalement, quand tu valorises ce Bitcoin-là, tu vas utiliser le taux 1 dollar pour 460 Bitcoins. Donc toi, tu auras l'impression que lui, il a acheté le Bitcoin avec un premium, donc ça lui est revenu par exemple à 30 000 dollars, là où le taux de change, le cours du Bitcoin, il est à 20 000 dollars. Donc finalement, c'est cette différence de taux de change entre le taux officiel du Naira et le taux du marché parallèle, c'est ça qui crée le premium là, parce que finalement, on n'est pas sur les mêmes bases de calcul entre le taux qui est utilisé effectivement et le taux de valorisation de ce Bitcoin-là. Et ça, c'est absolument pas quelque chose de nouveau. Quand je le disais en décembre, comment je discutais avec des Nigérians, ils étaient à 800 dollars, 800 naira pour 1 dollar et ils achètent du Bitcoin malgré ça. C'est juste que les médias se sont emballés parce il y avait un momentum avec notamment le fait que il y avait la restriction des montants que les Nigérians pouvaient retirer sur les DAB, donc ça faisait un bon truc. Enfin, finalement, les médias sont emballés sur quelque chose qui n'était pas nouveau. Le phénomène, il existait depuis toujours. C'est juste que là, il y avait encore du grain à moudre, donc les gens s'y sont mis. Donc finalement, en fait, on a l'impression que ce qui se passe au Nigeria parce que je n'ai pas parlé du e-Naira, effectivement, mais les gens, tel que c'est dépeint, on a l'impression que ce qui se passe au Nigeria est dû au fait qu'on veut absolument pousser le e-Naira, la CBDC, alors que c'est pas exactement ça. Le problème au Nigeria actuellement, c'est un problème de disponibilité du cash. Il y a une nouvelle restriction, enfin, il y a une mesure du gouvernement de changer les billets de Naira. Donc, ça fait qu'actuellement, il y a un problème de cash. Et une des raisons, je ne l'ai peut-être pas dit, mais une des raisons pour lesquelles ils ont fait ça, il y a aussi passé à de la monnaie, à plus d'échanges digitaux. Et les échanges digitaux ne passent pas que par le e-Naira. Il y a aussi le mobile money au Nigeria qui est pas mal utilisé. Puis comment on appelle, il y a les virements, enfin, il y a les transactions en utilisant les systèmes bancaires. Donc c'est plus vers ça qu'ils veulent partir, réduire le cash, utiliser plus du digital à travers ces trois moyens-là. Mais bon, les Nigérians sont pas très fans du e-Naira. Je pense que ça s'est vu avec les chiffres de l'adoption là. Et en même temps, ça fait aussi une excellente opportunité pour Bitcoin parce que les gens se rendent compte que de toute cette merde, enfin, de tous ces problèmes autour de la gestion du Naira. Donc, de plus en plus, je pense qu'ils sont en train de partir vers Bitcoin. Donc, voici un peu les éléments que je souhaitais enfin, présenter, peut-être discuter autour de ça si vous avez des questions. Voilà. Bah, merci beaucoup.
Trop cool, c'est super intéressant effectivement parce que, enfin perso effectivement j'avais vu passer ce genre d'article-là où c'était très associé à ce que tu disais, la news par rapport au fait, aux restrictions sur le cash et on peut être tenté effectivement de faire le parallèle tout de suite avec avec le fameux premium sur Bitcoin dont tu parlais qui en fait est juste un premium sur l'accès au dollar en quelque sorte. Ok, super intéressant. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter ou veut rebondir. Ah, on a quelqu'un qui veut prendre la parole. Yeah. Velocity. Ouais, il y a Roxy d'abord. Ah, Ouais. dis non, déjà, merci beaucoup. Hein. C'est comme vient de dire Fanny, c'était passionnant et c'est vraiment trop cool de pouvoir débunk ce qu'on entend. Clairement, j'avais entendu les mêmes trucs que tu viens de débunk. Ma question, c'est par rapport à la CBDC. Tu dis du coup qu'elle n'est pas, elle est pas adoptée, ça on le voit, mais tu dis qu'elle n'est pas non plus une menace. Tu trouves que le gouvernement, ils font beaucoup pour la faire adopter ou alors ils l'ont mis là et finalement, comme il n'y a pas d'adoption, ils font pas beaucoup d'efforts. En fait, je veux savoir à quel point le gouvernement pousse la CBDC ou finalement pas plus que ça. En fait, le gouvernement pousse le truc, hein, très clairement. Mais mon point, c'est de dire que de l'extérieur, les gens ont l'impression, surtout dans la Bitcoin, du fait de ce qui est relayé par les médias d'ailleurs, que c'est ça le problème. Que le problème vient du fait que les gens sont en train de pousser pour l'adoption des CB. Alors que c'est pas ça le sujet principal. Donc, certes, il y a des stratégies qui sont mises en place par le gouvernement pour que les gens adoptent plus de CBDC, notamment commencer à faire des communications, notamment pour les transports en commun, pour que les gens payent avec le Inaira. Mais là, présentement, le problème, disons, ne vient pas de ça. Le problème vient surtout du cash qui n'est pas disponible parce qu'il y a il y a une mauvaise gestion de ce projet de changement de migration, de changement de cash. Et c'est de ça que les gens souffrent principalement. Je pense que, OK, le point de CBDC, la population terrain, enfin, s'en préoccupe pas vraiment. Je veux dire, le point, c'est qu'ils ont besoin de cash, ils n'ont pas ce cash-là. Ça, c'est le problème auquel ils font actuellement. Avec, comme je l'ai dit là, le contexte d'élection, c'est hyper tendu. Je pense que ces 2 derniers jours, les gens sont plus autour de la campagne électorale là qui a commencé. Le point de cash demeure toujours, mais tu as plein de communications de la Banque centrale pour essayer de rassurer les gens. Là, il y a une négociation pour prolonger le délai. Je pense l'avoir dit, le délai initial qu'ils avaient fixé, c'était la fin du mois de janvier. Donc, ils l'ont prolongé, je crois, jusqu'au 15 février. Donc, les gens sont en train de pousser encore pour repousser ce délai à nouveau. J'ai pas encore vu de communication qui confirmait que ce délai il était repoussé. Et il me semble qu'il y a le président de la République qui est monté au créneau également. Et tout le monde accuse finalement les banques. Je veux dire, les banques centrales accusent les banques de mal gérer le truc. Eux, ils disent qu'il y a de la disponibilité. Le cash, ils ont la possibilité d'en imprimer suffisamment pour pas qu'il y ait de rupture. Mais que c'est les banques qui ne font pas bien leur boulot, qui retiennent le cash et qui ne le distribuent pas. Donc, enfin, chacun se lance un peu la balle, mais au final, c'est les populations qui souffrent, les banques qui sont cassées, qui subissent un peu aussi, et la Banque centrale qui fout un peu la rouille, hein, à mon sens, hein, qui finalement à la base de problème-là. Donc, le INAIRA, pour moi, c'est un autre sujet par rapport à la crise qui a lieu présentement, et il contribue un peu, mais il faut pas se focaliser dessus comme étant la raison de ce qui se passe là-bas. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Vélocite? Oui, bonjour, merci pour l'organisation du Space. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du Nigeria, mais pas souvent de gens qui sont sur place directement. Donc ça permet peut-être de changer des perspectives. Par exemple, moi, je pensais que c'est une des utilisations principales là-bas, c'était en store of value, mais d'après ce que j'ai entendu, c'est en fait plutôt pour les paiements internationaux. Et du coup, j'avais une question, c'est quand ça a été mentionné, que c'est relativement facile de trouver un entrepreneur qui peut fournir 1 million de dollars en valeur de Bitcoin pour quelqu'un qui voudrait faire un transfert. Enfin, concrètement, comment ça marche dans les communautés? Chacun connaît quelqu'un qui peut faire ça et les gens ont des contacts et c'est comme ça que ça se passe? Ou est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, il faut comprendre que dans ces pays-là, dans les pays d'Afrique en général, le moyen le plus privilégié pour acquérir du Bitcoin, c'est pas les plateformes d'échange. Les plateformes d'exchange, là, c'est que récemment qu'elles sont arrivées sur le marché.
Ça date de 3-4 ans, quoi. Enfin, oui, 3-4 ans que ces plateformes se sont installées et ont commencé à communiquer sur ces pays-là. Les gens achètent et vendent du Bitcoin en P2P. Ils ont des réseaux particuliers. Tu as des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, où tu as des centaines de milliers de personnes qui parlent crypto, qui parlent trading. Et puis dedans, tu as des gens qui sont identifiés comme étant des vendeurs agréés. Donc, c'est des gens qui ont de relativement grandes quantités de Bitcoin ou de dollars ou de la monnaie locale et qui offrent le service de vente. Donc, il y a énormément d'arnaques autour, c'est pas safe et tout, mais c'est ça. Donc, les gens se débrouillent, donc ils arrivent à, la communauté réussit à identifier, flaguer des gens comme étant des vendeurs fiables. Et c'est ces personnes-là, c'est vers ces personnes-là que tu t'adresses. Donc, tu lui envoies un message WhatsApp, j'ai besoin de tel montant de Bitcoin. Vous gérez ça en privé, il te répond, envoie ton CFA ou ton Naira à telle adresse, soit en utilisant le mobile money, soit en cash, on se voit physiquement, soit par virement bancaire, machin et tout. Et puis, tu me donnes une adresse Bitcoin, je te transfère les Bitcoins. Donc ça, c'est vraiment comme ça que Bitcoin et les cryptos, ça a commencé à être utilisé dans cette... Donc le Nigeria, ça a un contexte un peu différent, dans le sens où, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais le Bitcoin a été interdit en griffe au Nigeria. Donc, devant la forte adoption des populations nigérianes, l'État a pris certaines mesures, et au titre de ces mesures-là, il y a le fait qu'elle a interdit aux institutions bancaires de transacter avec des boîtes crypto, notamment les exchanges. Donc, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas la possibilité sur un exchange d'utiliser ta carte de crédit ou bien de faire un virement vers l'exchange et puis tu payes directement tes bitcoins. Les seuls exchanges qui opèrent au Nigeria, là, ils utilisent le modèle du P2P. Donc, ils ne font que mettre en relation des acheteurs et des vendeurs, fixer le cours, et puis ces acheteurs et ces vendeurs-là, ils vont discuter entre eux et puis convenir d'un moyen de transférer l'argent, donc le Naira, et puis à la place, il te renvoie les bitcoins. À la limite, l'exchange peut se mettre au milieu en servant d'escrow, donc pour bloquer les bitcoins en attendant que l'acheteur confirme qu'il a envoyé, que le vendeur confirme avoir reçu les sous, et là, l'exchange va débloquer les bitcoins vers le compte du vendeur. Enfin, ça dépend après des plateformes. Parce que la plateforme qui a le vent en poupe au Nigeria, c'est Paxful, et Paxful fonctionne un peu comme ça. Donc, tu as un compte sur Paxful, il te bloque les bitcoins, le temps que tu confirmes avoir envoyé, le vendeur qu'on a reçu, et puis il te renvoie tes bitcoins. Mais il y a plein d'autres plateformes d'échange. Mais c'est vraiment que du P2P au Nigeria, en fait. C'est pour ça que on fonctionne sur le taux du dollar de la rue et absolument pas le taux du dollar, le taux de dollar auquel tu peux avoir accès dans la rue. D'après ce que j'avais vu, même un article assez intéressant qui disait même que euh, le taux d'adoption était tel que le cours de change dollar-naira était fixé par les vendeurs de crypto à un certain point. Il y a un certain point où Incroyable. c'est eux qui arrivent, qui donnaient le là, en fait, finalement. Parce qu'il y avait énormément de demandes de dollars pour acheter des cryptos. Et donc, c'est eux qui fixaient le cours. Donc, on est vraiment dans une économie parallèle où les choses fonctionnent absolument pas comme on pourrait s'attendre à le voir dans d'autres économies. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Parfait, merci. Merci pour Et les détails, c'est assez fou l'histoire du taux de change. Jamais j'aurais imaginé quelque chose comme ça en 2020, en 2023. Euh, ah oui, du coup, juste une question, vu que la population était, l'adoption est assez importante là, est-ce que les gens ont quand même la bonne connaissance de leurs clés, le fait d'avoir leurs clés en leur possession? Enfin, j'imagine que oui, vu que c'est du peer-to-peer et vu qu'ils peuvent pas utiliser des échanges. Et dans ces cas-là, quel genre de hardware wallet ils utilisent là-bas? Qu'est-ce qui est répandu? Alors, enfin, c'est quand même hétérogène, hein. Je veux dire, tu as des bitcoiners qui sont en train de pousser pour que l'adoption se fasse dans le bon sens, avec les bonnes habitudes. Donc, ne pas conserver ses bitcoins sur des exchanges, garder ses clés, utiliser les bons wallets. Et puis, comme je t'ai dit, l'homme d'affaires, l'entrepreneur qui, lui, a un besoin urgent parce que
sa marchandise est bloquée au port de Chine et que lui, ça fait des jours qu'il attend de pouvoir avoir accès à des dollars et tu viens lui faire une proposition, enfin, tu viens lui parler du Bitcoin, de la facilité que ça représente. Enfin, lui, il s'en fout pas mal de ces aspects de trucs, de custody. Lui, tout ce dont il a besoin, c'est que sa transaction elle soit settle, qu'il ait accès à son argent. Donc, je pense, hein, le gros de l'adoption, c'est des gens qui se préoccupent pas forcément de ça, qui utilisent Bitcoin comme shadow banking system. Donc, pour faire des transactions, et puis eux, ils ont leur Naira, ou ils arrivent à payer leur fournisseur, ils ont leur marchandise, et puis ils avancent. Mais derrière, en fait, et bien évidemment, comme ça arrive dans ce genre de situation, hein, tu as une adoption de masse, et puis dedans, tu as beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser au truc pour les bonnes raisons et qui restent. J'en veux pour peu le fait que tu as une communauté de Bitcoiners qui est hyper engagée dans ce pays-là. Tu as des gens qui ont des initiatives géniales comme l'initiative Kala Africa qui fait au Bitcoin. Tu as des projets et des startups qui avancent du tonnerre. Je pense notamment à BitMob là, qui a signé récemment le partenariat avec l'entreprise de Jack Mallor là, qui permet de faire des transferts, de transférer du Naira Stripe. ou voilà, comment on appelle, de l'USD via Lightning Network. Tu as énormément d'initiatives donc qui finalement vont drainer cette adoption, en tout cas vont évoluer dans la ligne de cette adoption. Donc oui, pour moi, le gros, c'est pas forcément avec les bonnes pratiques, machin et tout, mais derrière, tu as du travail de personnes qui offrent des solutions, qui sont dans l'éducation, dans offrir des solutions qui respectent l'éthos du Bitcoin. Mais sinon, c'est pas forcément de là que vient le truc. Et puis en plus, hein, moi je pense que, et j'en discutais avec plusieurs bitcoiners africains, il y a les impératifs, les besoins qui sont urgents, qui ont besoin d'être adressés, pour lesquels les gens ont besoin d'une solution. Donc l'idée, c'est de build des choses qui répondent à ces besoins-là et qui permettent aux gens de réaliser, enfin, de sortir de ces restrictions-là, du contexte économique qui est hyper complexe. Donc, vraiment, enfin, généralement, les gens, quand ils y répondent, dans un premier temps, ils font pas forcément attention à l'éthos, à la philosophie, machin et tout. C'est un besoin, les gens, on y répond. Maintenant, si derrière, il y a une voiture balai, des initiatives qui permettent d'arrondir un peu les bords et de rendre des choses enfin, pas dire, un peu plus conforme, je veux dire, à l'idée de base. Mais derrière, enfin, mais avant ça, là, il y a un besoin et on y répond. Comme on dit chez nous, pour éteindre un incendie, on fait de l'eau propre. Tu as le liquide qui te tombe sur le sable, de l'eau sale. L'eau sale est un incendie. Donc c'est comme ça que le truc avance. On est en mode gestion d'urgence. Et puis derrière, il y a d'autres initiatives. Et merci. Ah, merci. On avait aussi Sabissou qui avait une question. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Nickel. Écoutez, merci à tous aussi, merci aussi à l'Afrique par le Bitcoin. J'ai appris beaucoup de choses. Aussi, peut-être une petite euh, note aussi que j'ai remarqué, enfin, étant nouveau aussi dans le Web3. Donc, j'ai aussi remarqué que sur pas mal de plateformes de Discord, donc liées à la crypto, vous avez effectivement beaucoup de Nigériens, quand je discute avec eux, qui occupent des fonctions, tout comme les Indiens aussi, je pense, occupent des fonctions de mob, de modérateur, de collab manager et tout ça. Et j'en ai discuté avec certaines qui, effectivement, m'expliquaient que oui, c'est assez répandu, surtout dans la pâture, auprès des sudistes, je pense, ou auprès des nordistes aussi, qu'effectivement, que c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui est étonnant que de voir beaucoup de gens aussi dans la crypto là-bas. Donc, je me dis que, effectivement, ça peut être des éléments qui favorisent aussi l'usage des cryptos et par là même celle du Bitcoin. Ouais, ouais, c'est sûr que l'adoption là-bas, elle est massive. Pour les pays d'Afrique, j'ai une hardware. Tout ce que j'ai compris en parlant beaucoup avec Gloire et Dave et d'autres personnes récemment, c'est que les hardware wallets qu'on a actuellement, ils sont pas du tout adaptés, parce que déjà, ils sont beaucoup trop chers. À quel point tu penses que d'autres solutions, si elles existent, tu vois, genre des seed signers, genre le Jade de Blockstream, qui sont des hardware wallets beaucoup plus do it yourself et faciles et moins cher, peuvent aider dans cette voiture balai que t'expliquais. Et peut-être que si ça se trouve, ils prennent des ledgers, hein, dis-moi si c'est le cas. Ouais, je confirme hein, que les hardware wallets n'est pas forcément
la pratique qui est la plus répandue, vu que ça coûte cher, comme tu l'as dit, pour un foyer moyen. Et puis surtout, il y a les frais aussi de livraison. C'est pas évident de pouvoir commander, être livré de son hardware wallet. Je dis, quand tu vois le prix d'un call card, enfin, c'est prohibitif surtout pour les gens là-bas. Donc les gens font avec les wallets les plus répandus. Là. Moi, je vois plus Wallet of Satoshi ou même des wallets de solutions nigérianes, Bitnob par exemple, qui sont beaucoup utilisés. Et puis bon, il y a les grands classiques, hein, Moon et Blue Wallet qui sont pas mal utilisés. Mais en fait, je pense hein, que les gens sont en train de développer des solutions qui leur sont propres. Je pense notamment, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, je pense que oui, c'est la solution Fedimint là, qui risque d'être pas mal utilisée parce que ils épousent en fait certaines pratiques qui est la forte notion de la communauté. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancré dans les mémoires des gens, d'avoir des gens de confiance de la communauté à qui on a l'habitude de confier l'argent de la communauté, en fait. Donc c'est ça qu'ils essaient un peu de répliquer en ayant des gens qui vont conserver les clés privées de la communauté et puis permettre des échanges entre eux avec un nœud Lightning pour la communauté, machin et tout. Donc ouais, il y a des initiatives pour aller dans ce sens-là, pour adapter les solutions qui sont créées en termes de wallet, en termes d'applications, machin et tout, à des pratiques qui sont déjà connues, qui sont déjà ancrées dans la communauté, donc qui auront tendance à passer un peu plus vite que avant wallet et ces 12 mots, ça chiffre. Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup. Je sais pas si Fanny Lounès, vous avez des questions ou quelqu'un d'autre dans le chat. Bah, pas de questions, mais je trouve ça très intéressant. C'est super d'avoir un résumé un peu réaliste qui se passe, parce que nous, on voit souvent des infos un peu passer comme ça, et puis on capte pas forcément les implications. Du coup, voilà, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ah, et on a Sneak Chicken. Écoutez, merci de m'avoir donné la parole et puis on se reparle dès que possible. Y a pas de souci. Des questions de Sneaky. Et dernière question. Merci beaucoup à toi. Et n'oubliez pas que du coup, l'Afrique par Bitcoin, c'est un podcast tous les dimanches, juste après l'entonnoir. Donc, si vous voulez y assister, allez-y. Et je pense que vous mettez ça sur un podcast ensuite, parce que j'ai vu votre site. Si tu veux donner le lien, on le mettra en description. Ouais, c'est ça. À la base, ouais, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des gens d'habitat africains ou de la diaspora. Et puis, on organise tous les dimanches une heure de space. Et ouais, ils sont enregistrés. Il y en a certains ouais, vous pouvez nous rejoindre 21h. Ouais, bonsoir tout le monde. Bah, j'avais une question, puisque du coup j'avais entendu que vous utilisiez par exemple le Wallet of Satoshi, des trucs comme ça. Est-ce que ça va pas poser peut-être un risque? Parce que d'un côté, comment dire, bah là le dollar est banni, et il pousse les CBDC, etc. Donc, enfin, dans la logique, ils vont aussi bannir Bitcoin, quoi. Et je me demande si c'est pas un risque d'avoir trop de centralisation plutôt que justement avoir. On avait vu avec les premiums sur les trucs pair à pair, etc. Et essayer d'avoir une espèce de compromis entre les deux pour que justement, d'une partie, les gens puissent un petit peu résister à la censure de manière locale et peut-être avoir un peu de compromis de centralisation, mais voilà, faire attention à pas tout mettre sur un gros point, je sais pas. Ouais, je comprends parfaitement le point, le sujet, la préoccupation. Mais déjà, bah, le dollar, il n'est pas banni, hein. Il y a des restrictions par rapport aux possibilités de changer de dollar s'il n'est pas banni. Enfin, c'est pas interdit le dollar. Pareil pour le Bitcoin. T'as pas une interdiction des gens d'utiliser Bitcoin, mais il y a une interdiction de fait, puisqu'on interdit aux entreprises crypto d'interagir avec le système bancaire. Donc, le Bitcoin est considéré comme étant banni au Nigeria, en fait, pour tout te dire. Mais ça n'empêche pas les gens de le faire parce qu'on ne peut pas interdire Bitcoin. Mais effectivement, Wallet of Satoshi, c'est un des premiers wallets, c'est un des wallets qui est largement adopté pour plein de raisons, hein. Sa facilité d'utilisation, le fait que tu as la contre-valeur dans plein de devises africaines, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est des éléments qui ont fait que ça a eu une tension du marché. Mais on peut aller même plus loin. Moi, j'ai vu des critiques contre Machandkura
en mode marchand de courage, c'est centralisé parce que c'est de Lightning, certes, mais c'est sur les canaux de marchand de courage, ils ont le contrôle sur tous les comptes. Ok, j'entends bien, ça c'est l'état de l'art. Mais comme je le disais là, il y a un incendie, il y a un problème. Le problème, c'est que les gens n'ont pas accès à Bitcoin parce qu'ils n'ont pas accès à Internet. Et ce qu'on veut, ce que ces gens-là essaient de faire, c'est de créer des solutions qui sont adaptées aux réalités du terrain. Et une des réalités du terrain, c'est que il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet. Il y a le taux de pénétration des smartphones, il est relativement bas, ce qui n'est absolument pas le cas des téléphones, des feature phones. Et c'est une des choses, c'est une des raisons qui explique la forte pénétration du mobile money en Afrique. C'est que les transactions en mobile money se font via USSD, par text message, enfin, pour simplifier. C'est pas à travers de la 3G, c'est pas par Internet. Donc, si tu veux rendre accessible ce type de service-là, donc l'accès à Bitcoin aux gens, tu dois t'adapter à cette réalité du terrain-là. Donc, tu imites ce que le mobile a fait, tu rends ta technologie disponible sur USSD. Et une des contraintes du SSD, enfin de ce truc-là, en tout cas les solutions qui sont proposées jusque-là, elles sont forcément custodiales. Donc pour l'instant, on commence par ça. Ça a été une grosse innovation d'ailleurs d'avoir ce service-là qui permet d'utiliser Bitcoin sans Internet, machin et tout. Donc enfin, les Bitcoiners qui l'ont créé, je pense à Kokatsu entre autres, c'est des choses dont ils sont parfaitement au courant, ils l'ont parfaitement en tête. Mais ils font avec les moyens et avec les contraintes du terrain. Donc pour moi, enfin, moi je trouve un peu déplacé de comment dire ça, d'accuser ou enfin, ces commentaires-là sur ces technologies. C'est des commentaires que j'entends parfaitement, mais il y a une contrainte qui fait que on n'a pas beaucoup le choix en état actuel des choses. Mais bon, c'est des choses qui vont évoluer. Les projections sur la pénétration de l'Internet en Afrique pour 2040-2050, elles sont plutôt optimistes. Donc, on ira très certainement vers ces solutions qui sont beaucoup plus idéales, qui respectent plus l'état de l'art. Mais pour l'instant, les gens font avec ce qu'ils ont sous la main. Oui, d'ailleurs, enfin, c'est pour dire, comment dire, c'était même pas de l'accusation, hein, c'est juste, enfin, moi je suis pas là-bas, du coup, normal, je suis un peu curieux de comprendre et voilà, comment dire, je voyais qu'il y avait des solutions custodiales, etc. Du coup, voilà, je me pose la question, il y a pas de souci, quoi. Ouais, très bien. On va peut-être pouvoir passer au deuxième sujet après quasiment une heure. On respecte plus rien, hein. Franchement, on avait dit 15 minutes par sujet à la base. Ouais, mais on coupe pas un sujet quand il y a encore à parler. Ouais, non, mais ça me va. Non, mais clairement, c'était super intéressant. Donc, on a pu passer le temps qu'il fallait dessus. Donc, c'est super cool. Merci encore d'être passé. Merci aussi à tout le monde pour vos questions. Voilà, n'hésitez pas à continuer la discussion par ailleurs. Le deuxième sujet, du coup, ça concerne l'IBD, donc l'Initial Blockchain Download, donc le fait de télécharger les blocs quand on démarre un nouveau nœud. Donc c'est quelque chose qui, depuis quelques années, à mesure que la taille de la blockchain Bitcoin a augmenté, est devenu de plus en plus long, logiquement. Donc voilà, si quelqu'un a déjà démarré un nœud, il sait voilà que ça prend. Alors ça dépend un peu de la machine que vous utilisez, de la connexion Internet, de plein de choses, mais ça prend au moins quelques jours, je pense, et ça peut prendre voilà une semaine. Et là, comment dire, il y a un nouveau débat qui a surgi dans le cadre de tout ce qui est ordinal et inscription, dont on a déjà parlé dans les 2 dernières semaines, parce que ces choses-là vont ancrer pas mal de data dans la blockchain, donc notamment dans les witness de certaines transactions. Et ça pose la question de est-ce que c'est pas dommageable pour les nœuds qui tourneraient sur du hardware un peu moins puissant ou avec des connexions un peu moins véloces que par exemple dans les grandes villes en Europe ou aux États-Unis. Voilà, tout ça. Et d'où la proposition qui a été faite là cette semaine, si je dis pas de bêtises, ou la semaine dernière, de potentiellement, pour les nœuds qui utilisent Assume Valid, donc on va voir ce que c'est, juste ne pas télécharger les witness
jusqu'au bloc où il commence à vraiment vérifier les transactions. Donc Assume Valide, c'est une option qui, si je dis pas de bêtises, est activée par défaut dans Bitcoin Core et qui consiste pour les transactions jusqu'à un certain bloc. Et donc le bloc jusqu'au bout duquel on fait Assume Valide, il est modifié à chaque release de Bitcoin Core pour pour être augmenté. On va ne pas vérifier les signatures. Donc on va juste récupérer la transaction, vérifier qu'elle est valide, donc c'est-à-dire qu'elle suit quand même un certain nombre de règles, enfin, voilà, qu'elle ne va pas créer des nouveaux bitcoins par exemple. Mais par contre, on ne va pas du tout vérifier la partie witness de cette transaction. On ne va pas vérifier la signature. Euh, et donc d'où le questionnement, est-ce que finalement ça ne vaudrait pas le coup de ne pas le télécharger, puisque de toute façon on ne le vérifie pas. Et donc il y a eu tout un débat là-dessus parce que ça pose des questions. Par exemple, est-ce que dans certains cas, on peut avoir envie de commencer en assume valide et ensuite de revenir pour vérifier Euh, ce genre de choses-là. Je ne sais pas si quelqu'un a eu le temps de creuser un peu plus le sujet, comme par exemple notre cher Fantanis. Yo. Ouais, alors en fait, pour être précis, il n'y a pas que assume valide, c'est aussi dans le cas des nœuds prunés. Donc il faut aussi que tu sois un nœud, donc un nœud élagué en français, parce que pruné, c'est pas français. Un nœud élagué, c'est un nœud qui oublie les vieux blocs, qui ne garde que l'UTXO7, qui lui sert, qui est qui est la seule base de données dont il a besoin pour pouvoir faire la validation de toutes les transactions futures. Donc un nœud élagué a vérifié toute la blockchain, mais il a effacé de son stockage les blocs, par exemple, en général, je crois que c'est 500, je crois, il retient que les 500 plus récents blocs, et puis tous les autres, il les a oubliés. Et donc quand on combine le fait d'être un nœud élagué avec le assume valide, alors on sait que tous les witness qui datent d'avant le assume valide et qui en plus de ça seront aussi avant les derniers blocs qui ne seront pas prunés, donc qui sont aussi des witness que l'on va pruner, eh bien il y a assez peu de raisons d'aller télécharger le witness, de demander à nos pairs de nous donner le witness de toutes les transactions qui sont très loin dans le passé, avant les assume valides, avant le moment où on va commencer à retenir les blocs. Parce que la seule chose qu'on fait avec ce witness, c'est de vérifier sa taille globalement, vérifier que la taille est bonne et dépasse pas les limites de bloc. Mais sinon, effectivement, comme tu l'as dit, assume valide ne va, quand on utilise assume valide, on ne va pas vérifier que ce witness permet en effet de satisfaire le script qui conditionne la dépense des bitcoins. Et donc, il y a une pull request qui a été ouverte sur le dépôt de Bitcoin Core pour proposer un code qui ne téléchargerait pas, de faire en sorte qu'on ne télécharge pas ce witness, ce qui fait quand même une grosse économie de bande passante parce qu'il est estimé qu'à peu près 43% des données téléchargées par un nœud, un full node lors de l'IBD, c'est de la donnée witness. Parce que les witness, même s'ils ont un facteur 4 de réduction dans les fees, bah, ils représentent une taille importante en termes de données. Donc ça ferait économiser 43%. Et donc cette pull request, évidemment, elle vient dans le contexte de Ordinals, puisque Ordinals va potentiellement faire augmenter la taille moyenne des witness en mettant beaucoup de données, en mettant les NFT dans les witness. Et donc l'idée, c'est que Ordinals commençant à remplir un peu la même pool, eh bien peut-être que ce serait une bonne idée vraiment d'implémenter ce code qui ne télécharge pas les witness, puisque ce sont des choses qu'on ne va pas valider et que on n'a pas envie de dépenser de la bande passante pour récupérer des JPEG qu'on va jeter ensuite, quoi, littéralement, parce que ça fait un peu gâchis quand même. Donc cette optimisation a été proposée suite à une question sur le Bitcoin Stack Exchange et maintenant c'est en train d'être discuté sur le repo. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une légère réduction de la sécurité, c'est-à-dire que assume valide, quand on décide de faire tourner un nœud en assume valide, il y a une réduction de sécurité puisqu'on ne vérifie pas toutes les règles. Potentiellement, vu qu'on ne vérifie pas les scripts, que les scripts sont satisfaits pour pouvoir dépenser les coins, peut-être que dans la chaîne la plus longue d'aujourd'hui, il y a effectivement des transactions qui n'ont pas été dépensées de manière correcte.
même si on n'a pas créé de Bitcoin, etc., peut-être que des transactions ne sont pas correctes, peut-être qu'on n'a pas les signatures de certaines transactions. Mais c'est pas grave. Enfin, en fait, pour vérifier que c'est pas le cas, il suffit de resynchroniser un nœud sans faire le assume valide. Mais potentiellement, si vous avez utilisé assume valide, votre nœud n'a pas vérifié tout. Donc c'est une légère réduction de sécurité pour le nœud individuel, même si au niveau du réseau, ça change pas grand-chose. Mais là, il s'agirait quand même de dire qu'on ne cherche plus à garantir l'accès aux données qui sont dans les witness. C'est-à-dire que du coup, potentiellement, on verrait un réseau qui a complètement oublié les witness du passé. Mais bon, quelque part, ça va avec le fait que quand on décide de faire tourner un nœud élagué ou pruné en anglais, eh bien, on oublie les données du passé et donc potentiellement le réseau n'y a plus accès. Enfin, en tout cas, l'accès à des données très lointaines dans le passé est un peu plus difficile. Voilà, donc il y a une légère réduction de sécurité dans le fait de ne pas télécharger le witness pour s'assurer qu'il est toujours disponible. Mais en même temps, ça permet quand même d'économiser quasiment la moitié de ce qu'on va consommer en bande passante pour faire la synchronisation initiale. Donc, a priori, le compromis semble intéressant. Maintenant, il y a quand même des histoires de faire attention à signaler qu'on a les witness ou pas, à signaler qu'on les veut ou qu'on les veut pas. Donc, il va potentiellement falloir voir au niveau du réseau pair à pair s'il faut pas des messages supplémentaires, s'il faut pas réutiliser des vieux messages qu'on n'utilise plus parce qu'il y a que les nœuds avant Segwit qui les utilisaient. Donc, voilà, ça discute, mais c'est en bonne voie et a priori, il y a des idées pour essayer d'éviter que la réduction de sécurité soit trop importante et en même temps de pouvoir faire bénéficier à tout le monde de ne pas télécharger tous les NFT ordinals s'ils ne le souhaitent pas. Voilà. Magnifique. Et est-ce qu'il y aurait par exemple des trucs en termes de privacy en plus? Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il y en ait des problématiques qui s'ajoutent en plus de juste assume valide, qui est déjà le Alors, cas. je crois qu'il y a eu des discussions et oui, je crois que c'est pas justement l'idée est qu'au niveau privacy, c'est pas fondamentalement différent d'un nœud pruné en fait. Euh, Ouais. Après, ouais, après, s'il y avait un problème de privacy, ce ne serait que au moment de l'IBD, c'est-à-dire au moment où tu commences à télécharger, à faire la synchronisation initiale, et après, il y aurait plus de raison qu'il y ait un problème de privacy une fois qu'elle est faite, quoi. C'est Ouais, toujours parce un que de peu toute façon, tu particulier. repars. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc Non, moi, ça prend je trouve ça évidemment cool ça comme prend de idée. l'ampleur puisque le contexte actuellement c'est qu'on a des witness de plus en plus gros pour les raisons que l'on connaît, dont on a discuté déjà 2 fois dans les précédents space. Yes, promis, on n'en parle pas au prochain, sauf si d'un coup on a découvert qu'on peut faire encore autre chose. Moi, Alors, si j'aurais tu une veux, je question. t'anticipe un peu le truc parce qu'il y a aussi en ce moment des discussions sur la mailing list pour augmenter la taille des op return en réponse en fait à ça. Il y a des issues qui ont été ouvertes sur le repo. Il y a de la discussion sur la mailing list pour augmenter la taille des op return parce que dans certains protocoles, c'est plus facile d'utiliser un op return que de s'amuser à utiliser un witness. Et après, ça devient le problème de l'utilisation des witness dans Ordinal, c'est qu'il faut à chaque fois 2 transactions. Or, l'op return fait en sorte qu'on n'en utilise qu'une seule. Donc le débat commence à s'ouvrir aussi sur une augmentation de la taille des op return dans les critères de transactions standard. Donc peut-être que là aussi on va voir quelque chose et on en rediscutera sûrement, mais ce ne sera pas lié au protocole Ordinals parce que Ordinals aura clairement toujours intérêt à utiliser Witness. Voilà, je te laisse poser ta question. Yes, merci pour l'explication. Non, je pensais, désolé Loïc, je te mets la pression, mais il y a Loïc qui était là, et au Bénin, il fait tourner un nœud Lightning, sûrement d'ailleurs le premier nœud Lightning du Bénin. Et le problème, c'est que avec la connexion Internet actuelle dans plein de pays, juste, il peut pas télécharger Bitcoin. C'est juste beaucoup, beaucoup trop long. Du coup, je me demande vraiment à quel point on peut opposer la proposition que tu étais en train de parler avant parce que clairement, ça me semble être une nécessité si on veut que quand même un gros pourcentage de la population puisse sync un nœud, même si ça prend 2 semaines, 3 semaines, tu vois. Parce que ou faut parier que Internet devienne mondialement partout avec Starlink, ou faut résoudre ce problème. Enfin, je sais pas, peut-être je suis l'avocat du diable, mais je serais curieux d'avoir vos avis. Non, je pense que c'est une remarque très juste. Il y a dans les discussions, Peter Todd, par exemple, il trouve que ça vaut pas le coup de réduire la sécurité pour 43% de data d'économie en bande passante. Moi, je trouve quand même que dans certains cas, c'est intéressant. Après, se posera la question de quelle valeur on mettrait par défaut, c'est-à-dire est-ce que par défaut,
on mettrait ce genre de système. Euh, mais ça, les valeurs par défaut, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je pense que coder la chose, la mettre dans Bitcoin Core, c'est tout à fait légitime pour les raisons que tu as évoquées. Parce qu'effectivement, nous, on vit dans des pays où on ne paye pas l'utilisation de la bande passante. Si on a une utilisation intensive de la bande passante, en tant que particulier, on ne paye pas son abonnement Internet plus cher. On est juste limité en débit en général, on n'est pas limité en bande passante, c'est-à-dire en données qu'on a téléchargées ou envoyées sur Internet. Et effectivement, je sais que dans beaucoup d'autres pays, c'est pas comme ça, qu'en général, les opérateurs Internet ne facturent à la donnée d'une certaine façon, ou en tout cas limite capent la quantité de données que tu peux télécharger par mois. Et pour eux, je pense que c'est quand même primordial, comme tu le dis, d'avoir quelque chose qui permet de réduire la quantité de données à télécharger. Surtout que là, dans un contexte où on commencerait à avoir du gros NFT qui circule, eh ben, c'est quand même embêtant de devoir forcer les gens à le télécharger alors qu'ils vont le jeter juste après. Après, là, on parle vraiment d'un cas particulier. On parle de personnes qui font tourner un nœud pruné. S'il n'est pas élagué ou pruné, le nœud, dans ce cas-là, il faut télécharger le witness parce que sinon, ça voudrait dire que. Donc, il faudrait télécharger les NFT parce que sinon, ça voudrait dire que oui, tu as un nœud qui est capable de servir toutes les transactions, mais en fait, il y a des exceptions. Donc, en fait, ça devient trop compliqué. Donc, c'est soit tu télécharges tout, soit tu décides à un moment de supprimer des blocs trop vieux. Et dans ces cas-là, effectivement, il est pas très utile d'aller télécharger des witness qu'on va même pas vérifier pour ensuite les jeter. Donc, il y a quand même un gros gâchis. Donc, voilà, l'idée se discute. Je pense que il y a quand même un consensus sur le fait que ce serait pratique de l'avoir. Après, la question de le mettre comme valeur par défaut, c'est-à-dire de le rendre disponible sur le nœud immédiatement, ou s'il faudrait pas mettre un paramètre spécial quand même pour dire que tu veux faire ça, voilà, se posera aussi. Mais déjà, faire le code, ça me paraît effectivement essentiel. Pour l'instant, ça discute beaucoup sur le dépôt. Ça a reçu des concepts hacks, ça a reçu un ou deux NAC, mais ça discute bien et je pense que ça passera. Mais après, bon, bah, le temps que ça se fasse, bah, ce sera peut-être ce sera plus long. Après, il n'y a pas de fork ou quoi. Donc, au niveau du consensus, il n'y a pas de modification à faire. C'est juste une optimisation du logiciel, hein. C'est rien de plus. Quelque chose que j'aimerais clarifier, si jamais j'avais un node qui était avant la mise à jour de SegWit, dans ces cas-là, il télécharge même pas les witness data. Donc, si jamais mon but c'est d'avoir un node qui n'est pas les données des ordinals ou n'est pas les données des witness data, il suffirait juste que je télécharge la version de Bitcoin Core avant la mise à jour de SegWit, non? Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Un nœud pré-SegWit, donc un nœud de Bitcoin avant SegWit, ne regarde pas du tout les witness data et il ne les télécharge effectivement pas puisqu'il va signaler aux autres pairs qu'il est un vieux nœud et qu'il ne comprend pas SegWit. Enfin, c'est pas qu'il signale qu'il comprend pas, c'est qu'il signale pas qu'il comprend SegWit entre autres. Et donc effectivement, il va télécharger beaucoup moins de données, il va avoir des blocs beaucoup plus petits. Après, le problème de ce type de nœud, c'est qu'une fois qu'il sera synchronisé, ben, il ne fera pas vraiment de vérification. Et une fois qu'il sera arrivé au bloc qu'il veut conserver, il ne va pas conserver les witness dans ces blocs. Donc en fait, ce que tu dis est tout à fait juste, mais comme on aimerait quand même potentiellement que le nœud qui conserve que quelques blocs conserve quand même la totalité de ces derniers blocs, eh bien, en fait, ça nécessite plutôt de prendre un nœud SegWit et de modifier légèrement son code pour se comporter un petit peu comme un nœud pré-SegWit avant les moments où il va commencer à retenir les blocs et les moments où où il arrête de faire du assume valide. Donc, en soi, la remarque est très juste. C'est un nœud pré-SegWit ne s'amuse pas à télécharger tout ça et pourtant il arrive bien à se synchroniser avec le réseau. Par contre, ce nœud-là vérifie moins de choses et potentiellement il peut se mettre, voilà, il comprend pas. Et si jamais on veut récupérer des données du passé, là, ça devient un petit peu plus compliqué quand même. Voilà. D'accord, donc peut-être que tu as apporté une réponse à une question que j'avais depuis longtemps. Je n'avais pas bien compris l'histoire de la rétrocompatibilité. D'après ce que tu viens de me dire, j'ai l'impression de comprendre que le node pré-SegWit, en fait, il vérifie pas tout ce qu'on. Bah, vu qu'il n'a pas accès au witness data, en fait, il y a des transactions qu'il va considérer comme valides dans le sens où il respecte toutes les règles qu'il avait connues à l'époque. Mais il y a des règles qu'on a rajoutées après qui sont basées sur les scripts des witness data dont il n'est pas au courant. Donc, il y a des transactions qu'il va considérer valides qui, en fait, sont pas valides par les nodes post-SegWit. C'est assez fou quand même Alors non, qu'on soit non, OK non. avec ça.
non, parce que ce que tu dis là, ce serait une hard fork. Donc, c'est pas possible. Non, non, la seule chose qu'il peut faire, enfin, oui, non, si, pardon, c'est une soft fork. Donc, si, excuse-moi. Donc, il y a effectivement des transactions qu'il va considérer valides qui pourraient être invalides pour des nœuds SegWit. Le fait est que comme les nœuds SegWit ont toujours été présents au moment où SegWit s'est activé, eh bien, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les nœuds SegWit sont plus restrictifs que les nœuds pré-SegWit, c'est-à-dire ils demandent des choses supplémentaires sur les transactions qu'un nœud pré-SegWit ne peut pas comprendre et ne cherche pas à imposer. Mais comme toutes les transactions qui concernent SegWit vérifient le format SegWit, eh bien elles sont aussi valides pour les nœuds pré-SegWit. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que le nœud pré-SegWit vérifie moins de choses. En fait, il se comporte exactement comme un assume valide sur toutes les transactions SegWit. D'accord, oui, Et je comprends. Ok. le script est fait de façon, dans SegWit, le script est fait de façon à ce que un vieux nœud, quand il voit une transaction SegWit, il a l'impression que n'importe qui peut la dépenser. Sauf que, en fait, pour pouvoir la dépenser, il faut des signatures, etc. Mais tout ça, c'est dans le witness. Et tout ça, c'est imposé par les nœuds qui, eux, comprennent SegWit. Mais les nœuds qui comprennent pas SegWit, eux, ce qu'ils voient, c'est une transaction avec un script qui est complètement débile, qui a priori donne à n'importe qui le droit de dépenser l'argent. Sauf qu'en fait, bah, c'est juste qu'il n'a pas conscience qu'il y a des règles supplémentaires qui ont été imposées par derrière. Mais il valide quand même la transaction. Il valide quand même que la transaction est valide et qu'elle est correcte. C'est juste que bah, le point d'accrochage, il se produirait s'il y avait une transaction qui est invalide pour SegWit qui se retrouve dans un bloc, mais qui est valide pour les anciennes règles. Donc c'est par exemple avec des signatures invalides dans le witness et qui se retrouvent à être un mineur se retrouve à intégrer une transaction qui dépense une sortie SegWit sans vérifier les signatures et en fait la signature est pas bonne et en fait il l'inclut dans le bloc et le bloc est miné. Mais en fait c'est pour ça qu'on a fait en sorte qu'on a demandé aux mineurs de signaler qu'ils étaient prêts à faire la mise à jour parce que si les mineurs eux vérifient les règles de SegWit, alors ils vont jamais inclure cette transaction dans un bloc et donc il n'y aura pas de désaccord entre les différents nœuds du réseau. Le fait que SegWit est plus restrictif qu'avant et que les mineurs suivent SegWit, eh bien, ça fait qu'on ne peut pas avoir d'inconsistance en fait. C'est pour ça qu'une soft fork est plus safe qu'une hard fork d'ailleurs. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'on a un peu couvert ce sujet-là et le temps avance. Du coup, je propose de passer au troisième sujet, si quelqu'un a une autre remarque ou une autre question. Donc, qui est là, le programme ambassadeur de Découvre Bitcoin. Du coup, Roxy, je te laisse enchaîner si tu veux. Yes, merci beaucoup. Oui, alors le programme ambassadeur. Donc, si vous êtes nouveau, le principe, c'était de créer des communautés Bitcoin partout en France et même dans le monde. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir une sorte d'ambassadeur dans chaque ville qui organiserait un petit meet-up avec les Bitcoiners locales. Et puis ensemble, ils pourront aller orange peel des commerçants et commencer à aider leur communauté. Donc, le principe des ambassadeurs, c'était vraiment ça. On l'a lancé. Je sais plus à combien de temps, mais je pense à peu près 6 mois, du coup, maintenant, quelqu'un m'a dit. Et ça a vachement pris. Et du coup, on est passé en France de 4, peut-être 2, 3 meet-up, Lyon qui était le plus gros, Paris, et des choses comme ça, à une trentaine, quarantaine de meet-up partout en France avec énormément de villes. Donc clairement, quand on a lancé ça, ça a été un super succès. Donc merci à toutes les personnes qui ont joué le jeu. Et du coup, 6 mois après, où est-ce qu'on en est? Alors clairement, ça continue malgré que moi personnellement, Roxy, j'ai pas vraiment fait ma part du marché. Et j'avoue que j'ai peut-être pas fait assez de follow-up. Mais en tout cas, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, sans faire grand-chose de ma part, vous avez tous continué et aujourd'hui, les meet-up continuent à grossir de façon plus que exponentielle. Donc aujourd'hui, j'ai mis 2 personnes, Asio et Gelex, qui s'occupent de ça. Hein. Mais clairement, en fait, si on regarde la map des ambassadeurs, c'est un mouvement absolument démesuré. Genre, ça y est, Toulouse nous a rejoint, mais en Bretagne, il y a quasiment 6 ou 7 communautés. À Lille, ils sont passés de 0. Aujourd'hui, ils sont 15. Ils ont le groupe Facebook, ils ont le groupe Twitter, ils ont le Discord, ils ont récupéré les anciens groupes de 2013 de Adli. Et maintenant, donc, ils reparlent à 500 personnes. Montpellier, ils sont passés de 0 à 20, 25 du jour au lendemain. Et aujourd'hui, en fait, toutes ces communautés, ce qu'on voulait, ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des bitcoiners qui se sont rassemblés dans leur ville, qui ont pris un café, qui ont pris une bière, et finalement, aujourd'hui, qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer, qui veulent aider. Et le nombre de futurs entrepreneurs dans les ambassadeurs, c'est juste fou. Il y en a déjà 3 qui m'ont dit, moi, je veux lancer ma boîte et aider les commerçants.
Euh, donc l'objectif, enfin, l'un des objectifs a été maintenu. Donc les meet-up, ils continuent, hein. Merci beaucoup à bitcoin.fr de les relayer. Voilà. Dans plein d'autres choses qu'on devait discuter, il y a déjà les présentations. Parce qu'en fait, il y a énormément d'ambassadeurs qui veulent faire plus de présentations Bitcoin au grand public ou alors des workshops. Que ce soit des workshops pour les commerçants ou des workshops pour eux-mêmes dans leur communauté, faire des ateliers. Donc au lieu simplement d'aller prendre un verre le premier mercredi du mois, ils voudraient se rassembler pour faire des workshops. Donc pour ça, moi à la base, il m'avait contacté, mais il fallait un budget, il fallait une asso. Donc j'ai trouvé les sponsors. Donc aujourd'hui, on a Bitrefill qui sont OK. On en a un autre qui est, j'attends la confirmation, mais théoriquement c'est bon. Et on a également le Cercle du Coin qui on sponsorise à une certaine hauteur l'impression de flyers, de stickers qu'on va pouvoir distribuer aux ambassadeurs. Donc l'idée, c'est que là, à partir de mars, nous, on a terminé tous nos modules, nos workshops, nos présentations et on va vous les donner. Et on va commencer à lancer une vague de présentations workshops partout en France à partir de mars. En fait, à la base, je m'étais dit, on va faire les villes principales. Donc, Lyon, c'est les meilleurs, commençons par là. Paris, on est là. Ensuite, on avait Lille et Marseille. Sauf que clairement, tous les ambassadeurs veulent le faire. Et ça n'a aucun sens de faire un planning comme ça, centralisé. Donc, on va juste simplement dire aux gens, si vous voulez faire un meet-up, faites-le. Et si vous trouvez la date, l'une des personnes de Découvre Bitcoin va venir. On vous envoie le kit ambassadeur avec de la merch, avec des stickers qui ont été déjà payés. Donc, gratuitement, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un code promo de 100% aux ambassadeurs. Vous commanderez directement sur notre e-commerce. Théoriquement, du coup, si les événements sont cool, nous, on sponsorise également, enfin, avec l'aide des sponsors qu'on a trouvés, on paye la salle. Si pour aider à l'organisation, on peut payer des bières en fonction de l'event. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de lancer à partir de mars. Donc ça va être cool. Hein. Donc n'hésitez pas à nous MP, mais je pense qu'avec Gelex, on a une communication qui devrait tomber un de ces jours. Dans les autres updates, on a intégré, en gros, j'ai travaillé avec BTC Map. BTC Map, qui je pense vous connaissez, permet de recenser tous les commerces et tout le bazar. Et BTC Map avait une section communauté. Et en gros, moi, je les ai rencontrés à Riga et j'adore leur philosophie. Ils sont très bitcoiners, maxi, open source, tout le bazar. Et moi, ma map, elle est nulle. Clairement, la map des ambassadeurs, enfin, merci beaucoup à la personne qui me l'a faite, hein, mais je pense que c'est du Google. Je pense que c'est moi qui ai les data. Bref, c'est pas ce qu'on a envie. Donc, j'ai travaillé avec BTC Map et j'ai convaincu l'intégralité de la communauté internationale de migrer là-bas. Donc, maintenant, en gros, les Italiens, les Allemands, les Anglais, les Espagnols vont tous mettre leur communauté dans BTC Map. Et du coup, en fait, on a calculé et à nous cinq, je parle des pays, mais enfin bref, en grosso modo, aujourd'hui, il y a plus de 350 à 400, peut-être même 500 communautés Bitcoin dans le monde. Et du coup, on aura une seule map avec la base de données correcte, bien, qui recense tout le monde. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est un parti pris que j'ai pris pour les ambassadeurs. C'est comme vous avez déjà postulé sur notre map à nous nuls, je vous migre vers la meilleure map, tout simplement. Ce qui va être trop cool avec ça, c'est qu'en fait, si maintenant un ambassadeur ou si quelqu'un d'une ville valide un restaurant, automatiquement, ça va être mis dans la communauté de cet endroit. Donc, si quelqu'un Orange un commerce à Lille, hop, automatiquement, ce commerce est attribué à la communauté de Lille. Alors, il y a des variables, hein, évidemment, vous comprenez bien que si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout changer. C'est vous qui avez le pouvoir. Mais dans l'idée, c'est ça qu'on a mis en place. Donc ça, c'est fini. On est en train de terminer l'implémentation au code API. Je pense que c'est une bonne chose pour avoir une solide base de données pour tout le monde. Et la dernière news, avant que j'ai peut-être envie d'avoir les feedbacks, moi justement, de Panta, de Fanis et de Agelex, hein, vu que vous organisez, enfin, Fanis est ambassadeur dans une ville, il pourra dire laquelle s'il a envie. Et Panta vient souvent également. Le dernier truc, c'est que du coup, on a décidé de lancer avec Gloire une initiative des ambassadeurs également en Afrique. Donc, on est en train de travailler là-dessus et on a également tout un plan là-dessus. Mais clairement, l'idée, c'est de créer des communautés absolument partout. Donc, comme il y en a déjà partout, on va aider à en créer encore plus, quitte à se rediviser. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais je pense que quand on voit comment de façon anarchique ça a marché en France, je pense qu'en fait, partout dans le monde, dans toutes les villes du monde, il y a des bitcoiners qui veulent lancer leur communauté. Et le but de Découvre Bitcoin, c'est d'aider les communautés Bitcoin. Clairement, là, on va aider partout dans le monde, ce qui veut dire du coup traduire du contenu dans plein d'autres langues,
trouver des partenariats pour relancer, pour pouvoir imprimer des livres éducationnels, des stickers et les envoyer. Donc en fait, notre but, nous, ce sera de trouver de la thune pour aider toutes les communautés. Si on devrait très très rapidement dire une roadmap long terme. Voilà un petit peu le résumé. Franchement, je suis impressionné par le programme des ambassadeurs. Clairement, j'aurais jamais imaginé que ça marcherait comme ça. Et je pense que pas beaucoup de personnes ici l'auraient deviné non plus. Mais voilà. Donc en tout cas, merci à vous tous d'avoir cru en ce projet quand je l'ai lancé. Et maintenant, c'est bien plus que moi. Hein. Clairement, je suis complètement dépassé. Donc continuez à faire ce que vous faites parce que clairement, la façon dont vous le faites, c'est juste super. Et c'est comme ça qu'on gagnera. Voilà. Alex, peut-être je te laisse la parole vu que tu connais très bien le sujet. Ouais, salut à tous. Je peux rajouter quelques trucs sur BTC Map, notamment sur la manière dont ça fonctionne. Donc, on a parlé un peu Roxy, mais effectivement, tu peux créer ces communautés. Et le but, ça va être aussi de vérifier donc les commerces qui sont dans notre communauté. Et en fait, ils ont fait les choses d'une manière assez sympa. C'est pour ça que on a pensé que c'était une bonne idée de migrer là-bas, c'est qu'ils ont créé un leaderboard où du coup les communautés peuvent monter en haut de ce leaderboard en vérifiant le plus de commerces pour savoir ce qu'ils acceptent, le Bitcoin on-chain, Lightning, le NFC. Et en fait, c'est la manière dont tout le monde peut collaborer sur cette map est vraiment intéressante. Ils l'ont fait de manière open source en utilisant OpenStreetMap. Et enfin voilà, la réflexion qu'il y avait derrière la création de l'outil était vraiment intéressante. Et c'est pour ça que je pense que le fait de switcher vers cette solution va être vraiment prenante pour nous tous. Donc voilà, moi j'interviens sur la création de ces communautés. Et d'ailleurs, si qui que ce soit a du feedback sur quand les choses vont être mises en place, sur des choses à modifier, on est preneur parce que voilà, on découvre aussi. Mais on pensait que c'était effectivement la route à suivre plutôt que d'avoir quelque chose d'assez figé et de pas très collaboratif, je dirais, dans la manière dont c'était implémenté jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, ce qui est vraiment top, c'est de voir l'implication de tous les ambassadeurs partout en France, les meet-up qui se créent plus ou moins tous les mois, des nouveaux, et qui du coup, petit à petit, on est en train de recouvrir cette carte de la France. Donc vous verrez que j'ai mis en lien le site BTC Map avec l'onglet communauté. Et donc vous pourrez aller regarder, ils ont intégré la chose avec une carte qui du coup montre toutes les communautés, qui est vachement bien faite. Et voilà, vous verrez, en tout cas c'est super bien fait, donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil et à venir participer et commencer à vérifier tous les commerces, parce qu'en fait un certain nombre ont été importés de bases de données précédentes et donc n'ont peut-être pas tous les commerces à jour. Il y en a qui ont peut-être disparu, il y en a peut-être des nouveaux qui ne sont pas présents. Et c'est vrai que c'est sympa de mettre ces informations à jour pour avoir une base de données unique sur laquelle un Bitcoiner peut se fier. Parce que c'est toujours agréable d'arriver dans une ville, de se dire j'ai envie de rencontrer des Bitcoiners, donc de se plugger là-dessus pour trouver le meet-up du coin et avoir tout un tas de commerces où c'est possible de dépenser ces bitcoins vachement facilement. Donc voilà un petit peu pour BTC Map. Yes, par rapport à TCPAP, je me permets de prendre le micro avant de te le passer, Aurore. Vous n'avez pas besoin de mettre votre communauté. Hein. En gros, on s'en occupe pour vous. On va faire une migration via API. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, sinon, c'est eux qui doivent revalider et puis ils me redemandent après en validation. Et si on commence à faire ça, ça va être super chiant. Donc, on va juste tout migrer d'un coup. Donc, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que le form maintenant sur les ambassadeurs pour devenir ambassadeur, il sera directement relié avec BTC Map en fait. Donc, ce sera beaucoup plus rapide pour après, parce que clairement, si là aujourd'hui on a un peu plus de 40 ambassadeurs, au prochain bull run et dans 5 ans, 10 ans, on va avoir des ambassadeurs partout en fait, parce que des gens qui veulent aider leurs proches à comprendre Bitcoin, il y en aura tout le temps, et c'est super. Donc voilà, juste pour préciser, vous n'avez pas besoin de faire la migration vous-même, on s'en occupe pour vous. Aurore, vas-y. Et oui, bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Yes, très bien. Super. Merci en tout cas pour présenter tout ce programme et pour l'initiative que nous, à Lyon, on est trop heureux de rejoindre et d'aider parce qu'en plus, on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Je crois qu'il faut faire monter Aurore, elle est encore en auditeur, en intervenant. Non, elle est en train de parler, tu l'entends juste pas, Alex. Excusez-moi. Et du coup, en fait, je voulais juste filer un ou deux tips pour ceux qui souhaitent organiser des événements
dans leur ville, parce que c'est vrai que pour le coup, j'ai un peu roulé ma bosse sur le sujet et des salles, clairement, on peut en trouver sans budget. Franchement, je l'ai fait pendant 5 ans, j'ai jamais payé une seule salle. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est voir des restos et des bars, ceux qui ont des espaces, toujours une petite salle derrière ou une mezzanine ou ce genre de choses. Et ensuite, se rapprocher de tout ce qui est organisme public aussi, les mairies, départements, régions. C'est peut-être toujours un peu plus compliqué, mais ça se fait. Aussi, toutes les associations. Il y a un gros milieu associatif. Donc, en plus, on peut faire des conférences à thème croisé. Par exemple, j'avais fait des conférences avec le 107 à Lyon. C'est un truc sur l'entrepreneuriat solidaire. Bon, bah, j'avais fait une conférence sur le thème croisé Bitcoin et entrepreneuriat solidaire. Ou alors des conférences croisées sur le Bitcoin et des thématiques du marketing ou du recrutement. On peut vraiment croiser les thèmes et s'incruster comme ça dans des incubateurs, dans des assos ou des organisations professionnelles. Notamment, par exemple, des organisations de dirigeants ou de start-upers, ce genre de choses. Ils sont quand même friands de contenu sur Bitcoin, notamment que c'est un sujet toujours un peu omnibileux. Et ils ont envie d'en savoir plus. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les écoles aussi, tous ceux qui sont dans des villes où il y a des écoles de commerce, d'enseignement supérieur, bah, pas hésiter à aller frapper à leur porte, dire que vous avez un peu contenu là-dessus. Ça peut être pas mal pour offrir une conférence. Voilà, vous ne faites pas payer pour intervenir, mais vous avez une salle gratuite et vous pouvez inviter des gens. Pareil sur tous les réseaux alumni, des anciens étudiants de certaines écoles et tout. Donc, tout ça pour vous dire qu'avec un peu quand on se creuse un peu les méninges et quand on fait un peu de relations sociales, on peut toujours trouver des salles gratuitement et ça permet en même temps d'agrandir la communauté. C'est ça l'avantage parce qu'on va toucher des nouvelles audiences qu'on n'aurait pas si on était purement dans une démarche, un événement pour Bitcoiner. Il faut essayer vraiment d'aller parler à plus de gens, enfin voilà, un maximum de personnes. Donc voilà, c'était mon petit conseil pour trouver des salles gratos. Yes, carrément. Non, non, complètement d'accord. C'est vrai que tout le milieu des entrepreneurs, ça marche super bien. Généralement, ils ont énormément de réunions entre eux. Complètement d'accord. Cool. Fanis, comment ça se passe de ton côté? Bah, tranquille, hein, ça va. Là, bon, en général, on a trouvé un bar là où on va régulièrement. On paye pas encore en Bitcoin, mais on a trouvé un resto. On va peut-être faire un événement supplémentaire, en tout cas dans un premier temps, parce qu'il y a des contraintes en termes il faut être sûr du nombre de personnes qui viennent, etc. Mais voilà, essayer de faire, en fait, ça serait comme un peu les repas du coin, hein, je pense, au final, mais à Marseille, avec d'autres gens. Et là où on pourrait peut-être payer en Bitcoin à voir. Et donc sinon, ça se passe bien. Et voilà. Ouais, je sais qu'à Lyon, maintenant, ils ont une force de frappe où ils peuvent juste arriver dans un bar et dire bah, vous allez accepter Bitcoin parce qu'on vient. Et ça a l'air de marcher. Aurore, tu me dis si c'est bien ça, mais c'est assez fou de savoir qu'il y a une masse critique en fait qu'on doit atteindre. Et si on atteint cette masse critique, bah, c'est bon, on aura flunch. Ouais, bah pour vous raconter un peu l'histoire, en fait, c'est Agelex qui avait trouvé ce bar qui était, bah voilà, on va dire qu'il était friendly, quoi. Il était prêt à accepter, mais bon, il n'avait pas saisi l'importance, pas pris le temps d'installer son wallet. Donc en fait, on est arrivé sur place, on avait promis un Bitcoin, on pouvait payer, puis finalement, c'était pas le cas. Donc c'était un Bitcoiner dans l'assemblée qui prenait le cash, qui vendait des bitcoins. Enfin, c'était avec un tiers au final. Et quand il a vu ça, il s'est dit, bon, il se passe quand même quelque chose. On était une quarantaine, plus de 40 ce soir-là. Et bah voilà, on a fait aussi une belle note, hein. Le bar, clairement, il a fait sa recette du soir. Et en fait, je crois que c'est le lendemain ou peut-être la semaine d'après, on y est retourné, on lui a installé son wallet. Il était tout content. Et voilà, je pense que en fait, quand il a vu la recette qu'il a fait ce soir-là, il s'est dit, c'est une nouvelle clientèle dont je peux pas me passer. Donc voilà, bon, on y a été franchement, je crois on lui a descendu une bouteille d'Armagnac aussi. Voilà, on y a mis d'une autre, on a donné notre personne. Trop cool, trop cool. J'ai l'accès de retour. Non, je voulais juste remonter et puis confirmer tout ce que disait Aurore. C'était exactement ça, mais c'était une bonne expérience et au final, ça nous a montré qu'il fallait qu'aussi nous, on sorte de nos habitudes, qu'on allait clairement garder le comptoir Brunet comme QG parce que c'est vraiment un endroit super où avoir nos meet-up, mais qu'il y avait quand même une certaine valeur ajoutée à essayer de se donner un objectif et de se dire, bon, allez, cette semaine, enfin ce mois-ci,
on attaque ce bar parce qu'on sait qu'il est Bitcoin friendly et on sait que si on lui montre qu'il a une clientèle derrière, il y a moyen qu'il accepte. Donc voilà, on est en recherche de notre prochaine cible. Ouais, alors il y a aussi un truc qu'il faudrait qu'on fasse, vu qu'on a lancé aussi tout le mouvement, la Orange Peel Army, et qu'on essaye de convaincre sur Twitter des commerçants. On s'est rendu compte que alors il y a du contenu pour encourager les commerçants et pour les aider à accepter Bitcoin, mais que c'était du contenu qui était très fouillé, qui était très complet, qui n'était pas forcément rapidement accessible en fait, de compréhension, j'entends, pas forcément accessible pour le trouver, quoi. Donc en fait, il faudrait qu'on ait des choses beaucoup plus simples parce que les commerçants, c'est déjà, il faut qu'ils acceptent Bitcoin. C'est déjà ça, le premier défi. Mais après, quand on parle de quelles solutions on met en place, quels sont les choix, il y a trop de choses, ça devient trop complexe. Déjà que Bitcoin, pour eux, c'est super compliqué. Donc voilà, je pense qu'il faudrait qu'on mette en œuvre toute notre intelligence collective pour simplifier au maximum certains supports. Parce qu'à la limite, tu vois, le flyers qu'on a, qui est d'ailleurs sur Découvre Bitcoin, là, les ressources des ambassadeurs, bah, il n'est pas non plus hyper complet, il est simple mais pas complet. Et on a des choses qui sont très complètes mais qui sont trop complexes. Donc en fait, va falloir c'est un peu des discussions qu'il faut qu'on lance sur comment améliorer ces supports-là parce que ça peut vraiment nous aider. Et ok, je suis complètement d'accord. Ouais, ok. Et tu le vois comment du coup? Parce que déjà, quelle solution? Parce qu'on va pas leur mettre un BTCP. Je veux dire, ça, c'est quand ils seront prêts à demander à une société comme Bitcoin Lyon, hein. Est-ce que du coup, avant, c'est simplement on leur fait vraiment littéralement télécharger juste un wallet? Parce que finalement, c'est compliqué et parce qu'il y a plein de solutions. Donc, il faut choisir la bonne solution qu'on leur donne. Tu donnerais laquelle? Bah, c'est vrai que nous, on a tendance avec Bitcoinion à pousser BTC Pay parce qu'on gère le node, on met leur Xpub et que du coup, ils gèrent, enfin voilà, ils sont indépendants dans la gestion, mais qu'on est toujours là. Après, je sais que dans les autres villes, il n'y a pas des acteurs partout comme nous. Donc, j'ai vu qu'on parlait beaucoup d'open node, de choses comme ça, mais il y a quand même, c'est quand même semi-custodial. Je pense que c'est pas toujours parfait, que ça dépend des communautés Bitcoin parce que ceux qui vont implémenter la solution, c'est ceux qui sont sur place. Donc en fait, il faut que ce soit eux qui choisissent la solution qu'ils vont implémenter avec les commerçants parce qu'il faudra que ce soit eux qui soient là s'il y a des problèmes, qui puissent aider à la maintenance. Donc en fait, je pense pas qu'il y a une réponse à ça. Je pense qu'il faut que chacune des communautés se saisisse du sujet et de là où ils ont plus de facilité. Attention un peu aux wallets custodial, mais bon, après ça peut être en plusieurs étapes. Un commerçant, il peut très bien tout d'abord installer son wallet. Nous, c'est vrai que bah, moi, j'ai tendance à favoriser Green Wallet de Blockstream, mais après, chacun fait bien comme il veut. Mais ça peut être en plusieurs étapes. Voilà, d'abord, tu gères ton wallet, tu comprends un peu les transactions. Et puis après, quand tu vois que s'il y a un peu de chiffres, un peu de volume, là, tu commences à réfléchir à des solutions peut-être un peu plus abouties, notamment quand il va falloir déclarer en compta, s'il y a une volonté de déclarer en compta. Ok. Parlant de déclarer en compta, on a une question de Copain qui dit bah, justement fiscalité, c'est là où il y a plein de questions. Yes, et bah on a pas mal de docs hein, sur des coûts Bitcoin pour aider là-dessus et on est en train de terminer une longue présentation avec des exemples, avec plein de ressources justement uniquement compta et juridique. Parce que clairement, on a bien compris que c'était là où il y avait le plus de questions. À la limite, ils s'en foutent de l'écologie, les commerçants, ils veulent la compta. Donc, on a ça. Et ouais, non, ouais, j'avoue que nous, on les tips en Blue Wallet, hein, mais je sais que c'est pas. Enfin, ça dépend. Ouais, mais c'est un vaste sujet. Quelle wallet tu fais télécharger à quelqu'un? Des fois, Très après, vaste sujet. surcomplexifier la chose, ça peut clairement aller à l'encontre de l'orange peeling parce que c'est, comme disait Aurore, si on propose des choses qui sont trop complexes, les gens, enfin, les restaurateurs, comme c'est pas leur centre d'intérêt premier, Bitcoin, on peut vite les perdre parce qu'ils vont pas avoir le temps de, de, de tout apprendre et de se forger toutes les convictions qu'il faut pour pouvoir passer vraiment le temps à tout apprendre. Donc, je pense que il faut y aller de manière progressive, mesurée et surtout, comme disait Aurore, voilà, exactement, utiliser les connaissances des personnes qui sont autour et qui peuvent eux-mêmes venir aider le commerçant en question dans son apprentissage et un petit wallet simple peut au début être intéressant et puis la personne peut toujours prendre le temps d'évoluer vers quelque chose de plus sérieux si jamais la demande existe. Ok.
Ok, bon bah ça va, c'est ce qu'on dit déjà, donc on n'a pas fait d'erreur là-dessus. Très cool. On propose plus aujourd'hui Breeze avec le point of sale directement intégré pour les marchands. Pourquoi? Tu sais, genre on n'en parle plus nous non plus. Ça, ils ont retiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Luna, il se fout de ma gueule. Je sais pas ce que va dire Lounès, mais effectivement, Breeze, il a enfin, le fait de pouvoir montrer sa carte, c'est quand même quelque chose d'intéressant en premier lieu, pour pouvoir avoir quelqu'un qui peut utiliser son POS plus rapidement. Parce que c'est vrai que, ben, on l'a vu plein de fois, enfin, nous, dans des bars, il y a certaines frictions qui existent dans les wallets qui sont pas faites pour pouvoir être utilisées par les commerçants. Et au final, ben, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à fouiller. Je sais pas ce que Lounès voit sur Breeze, ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir. C'est intéressant. Bah, ça marche pas, quoi. C'est tout pété comme wallet. Normal que personne l'utilise, quoi. Ça a beau être pratique avec le POS, mais si tu veux pas faire de paiement, tu peux pas en recevoir, bah, il y a pas Mais d'intérêt. pourquoi? C'est leur intégration Lightning qui est mauvaise, qui s'est buggée. S'ils Moi, viennent de lever 5 millions ou Breeze 10 n'a millions, jamais là. marché. Breeze n'a jamais marché pour moi. C'est un argument valide. Enfin, jamais j'exagère, il y a un paiement sur 10 qui passe. Et Et encore. aussi un challenge qui est aussi, enfin, et c'est pour ça que je pense que BTC Pay est sûrement approprié dans beaucoup de cas. C'est le fait que dans un restaurant, enfin, il faut un téléphone qui soit pas celui du gérant pour pouvoir manager tout ça et que ben il y a avoir un wallet qui ne permet pas au serveur de se barrer avec les fonds, c'est pas évident à trouver et c'est pour ça que ben, l'option adoptée par Bitcoin Lyon, elle a du sens avec BTCP Server parce qu'en fait on se rend vraiment compte des limites au fait d'installer un simple wallet comme Moon dans le téléphone qui traîne au bar. Et je pense que voilà, Roxy, je sais pas si tu veux réagir. Ouais, bah, je veux réagir sur le BTP serveur et la question d'un viewer là, dans le chat va avec. Il demandait si du coup la solution d'Aurore ne consistait pas à devoir être PSAN à partir du moment où tu gères les canaux de liquidité des clients. Et je pense qu'il a raison, Aurore, dis-moi si j'ai tort. Et du coup, bah, en effet, c'est juste pas du tout scalable à tous les ambassadeurs. C'est-à-dire, tu peux aider les gens à mettre en place leur BTP serveur, mais si tu veux le gérer pour eux et que tu as Lightning, ça limite bah, quasiment à tout le monde. Je veux dire, être PSAN aujourd'hui, c'est combien de milliers d'euros, tu vois? C'est 50 000 minimum et 9 mois, et encore, ça va durcir. Donc, si la loi, si on dit pas de bêtises et que du coup, t'as pas le droit de faire ça, c'est pas, enfin, tu peux pas gérer les canaux, enfin, tu peux pas le faire pour les autres. Donc, tu dois les former à le faire tout seul, ou alors ils doivent utiliser une solution tiers comme OpenNode. Je sais pas, Aurore, peut-être que je dis une bêtise. Euh, alors ouais, c'est vrai que sur la gestion, est-ce qu'il faut être SAN ou pas? Pour ça, bah en fait, pas vraiment parce que tu fais de la maintenance. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, je mettrai pas ma main à couper, mais normalement, PSAN, c'est vraiment quand tu as soit tu fais de l'achat-vente, soit tu fais de la gestion de fonds, ou quand tu fais du conseil. Là, pour le coup, tu gères un nœud. Alors bon, oui, c'est peut-être un peu limite ce que je dis là. Bah Mais ouais, parce qu'ils utilisent ta liquidité, tes canaux, et c'est toi qui les gères pour eux, en fait. bah après, tu utilises la Xpub pour générer les adresses et les invoices des clients et tu n'as pas la main sur leurs fonds à aucun moment. Donc, tu vois, là, tu pourrais surfer sur ça, mais effectivement, oui, c'est un peu limite. Si tu voulais faire bien, correctement dans les règles de l'art, voilà. Donc, effectivement, c'est peut-être pas super scalable, mais honnêtement, j'ai vraiment un doute. Effectivement, faudrait que j'aille vérifier ça sur le truc. Parce que comme tu gères pas les fonds et que tu fais pas non plus de transactions et que tu fais juste de la maintenance informatique, c'est comme si tu gérais un serveur au final. Ouais, mais c'est même pas les fonds des utilisateurs, c'est tes fonds Lightning, c'est votre nœud, je veux dire. Donc, je pense que c'est plus en prestation de service parce que du coup, ils utilisent tes canaux. Tu vois, c'est là-dessus où ils vont essayer de te prendre. Ouais. Euh, Vas-y, Fanny, puis Gelex, du coup. Non, mais c'est exactement ça. À mon avis, si c'est du BTC on-chain et que bah, du coup tu t'envoies les fonds directement sur les adresses du restaurateur, toi finalement tout ce que tu offres c'est une interface de paiement. Donc il n'y a pas plus à être PSAN que bah, n'importe quelle app qui te propose un truc de ce type-là, quoi. Tu fais juste du serveur quoi,
Et par contre, si tu as du Lightning, effectivement, là, le mec, il va devoir passer par tes canaux. Les fonds pour de vrai, du coup, ils vont être dans tes canaux. Il faut qu'ils withdraw de temps en temps pour les récupérer. Et donc, à ce moment-là, ça devient un peu plus touchy. Il y a une custodie des fonds, quoi, pendant un moment. Alex? Moi, j'ai une question pour Bitcoin Lyon, dans la mesure où, par exemple, on aurait un de ces commerces qui veut rentrer plus sérieusement dans Bitcoin, mais qui ne se trouve pas dans la région lyonnaise. Est-ce que Bitcoin Lyon, un ambassadeur peut vous renvoyer euh, un, quelqu'un s'il a un besoin plus professionnel, ou est-ce que voilà, est-ce que vous préférez vous limiter à une géographie? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Non, ça c'est bon, on a une offre sur notre site web justement pour les commerçants et tout, où en plus, alors on a plus, ça date un peu, mais en gros, il y a plusieurs offres, on fait pas payer l'installation et on prend des frais sur certaines transactions, mais qui restent minimes. On a vraiment fait un truc léger, donc voilà, non, il n'y a pas de souci, même si c'est pas sur Lyon et que c'est ailleurs, on peut le faire, on peut même se déplacer. Voilà, pour s'il y a besoin de se rencontrer et tout, bon, dans certaines conditions, mais en vrai, voilà, on a plusieurs choses pour les commerces en physique, mais aussi pour les commerces en ligne. Ok, bah c'est super à savoir parce qu'au final, moi je sais que quand on a Orange Peel, l'autre monde, ça a été super de pouvoir vous déléguer ça et de savoir que bah, il allait être entre les mains de professionnels. Donc nous, je sais on va pouvoir faire comme ça, c'est top. Et j'avais juste une autre question, du coup elle est plus technique. Je sais pas si vous connaissez Voltage et si vous avez pu essayer un peu la manière dont eux ils proposent BTCP. Et est-ce que vous voyez ça comme une solution peut-être en parallèle d'OpenNode, parce que je sais que c'était évoqué. Bah, si la question est pour moi, non, Voltage, je connais pas, donc je sais pas s'il y a quelqu'un qui a Ouais, déjà essayé ça. ouais, on est sur Voltage pour un nœud qui était le nœud du Geyser avec Lunas, on avait fait ça. Voltage, c'est un peu cher. Par contre, c'est très beau en termes d'interface, c'est vachement user-friendly. Mais C'est ça très cher. reste, c'est très cher. Et en fait, ça reste l'équivalent de Lunanode pour ton BTP server. Donc, c'est vraiment où tu prends OpenNode et tu réfléchis pas, c'est intégré à tous tes e-commerce très simplement, mais tu payes tes frais. Mais c'est vraiment en 2 heures, n'importe qui, enfin pas n'importe qui, mais genre c'est très simple à faire en 2 heures, c'est bon, t'as ton commerce accepte Bitcoin et tu te poses pas de questions. Et après, si tu veux plus de liberté, bah, tu prends un BTP serveur. Et dans ce cas, bah, dans tous les cas, tu vas devoir l'héberger quelque part. Et Voltage, c'est un peu comme Lunanode. C'est juste un hébergeur qui va te donner ton nœud Lightning et ton BTP serveur. Donc c'est bien, mais c'est cher. Et voilà. Donc c'est pas vraiment comme Lunanode, comme OpenNode. C'est la solution d'après encore. Ce qu'on n'a jamais discuté, c'est à quel point LNbits, ça pouvait être utile pour les commerçants, du coup. Peut-être avec le POS, ça on en parle souvent, mais c'est vrai qu'on n'a jamais mis ça trop en avant non plus. Et à part ça, sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, ça fait déjà longtemps qu'on parle. Donc, voilà. J'ai mis un froid, je suis désolé. Ne me laissez pas, ils sont méchants. Je vais clôturer hein, si personne parle. Je suis trop gêné là. Non, t'inquiète, Roxy, tu nous as pas choqué. Mais non, plus rien à ajouter pour moi en tout cas. Je pense qu'on peut clôturer, du coup, Roxy. J'ai Bah, l'impression. je te laisse le faire, hein, tu le fais super bien. Ah bon? Non, mais attends, l'outro, c'est quand même toi qui maîtrise le mieux encore. Mais non, attends, ça fait combien de mois que j'ai pas mis de vidéo sur YouTube? Je suis plus youtubeur, c'est toi maintenant la star. Bon, c'est vrai que d'ailleurs, hein, il y a du retard sur la publication des entonnoirs sur YouTube. Mais Ah ben bon, non, mais il n'est plus sur YouTube, donc c'est pas qu'il y a du ah, retard. il y a un gros retard, ouais. Ouais, bah, il y a un gros retard vu qu'on a arrêté de les mettre. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci à l'Afrique par Bitcoin d'être passé pour nous parler de Bitcoin au Nigeria. C'était vraiment très intéressant d'avoir ce récit. Merci à tout le monde qui est venu écouter. Merci à tout le monde qui est venu parler. Merci Panta, merci Aurore, merci Ajlex, merci Yves Velocity qui est encore ici aussi. Merci encore. Vous pouvez réécouter dès la fin du space. Vous pouvez le réécouter directement sur Twitter. Vous pouvez aussi l'écouter sur toutes les plateformes de podcast, mais pas sur YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre le dimanche à 18h en direct pour pouvoir participer comme vous avez pu l'entendre tout au long de cet épisode. Poser vos questions, faire vos remarques. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous! Bisous. Salut! Bisous. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément.
Ceci était une production Découvre Bitcoin. Je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!